Alors, pour en parler ce soir, trois invités que je vais vous présenter. Je suis mal latéralisé à ma gauche, Vincent Béal, enseignant chercheur en sociologie à l'université de Strasbourg. Vincent, on va se tutoyer parce que sinon ce serait un petit peu artificiel. Tu es spécialiste des politiques urbaines et notamment des politiques environnementales des villes. Et plus récemment, tu as coordonné un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche intitulé Alter Growth et qui a consisté notamment à s'intéresser à des villes confrontées à des difficultés économiques et démographiques. Et l'idée était de voir si, dans ces situations de déclin ou de décroissance, eh bien, on en profitait pour inventer des stratégies, des politiques urbaines un peu renouvelées, sortant un peu des stéréotypes. Je crois que c'est pas très grave. Des stéréotypes de la CAM, comme dirait Olivier Bouba-Olga, du quadriptyque compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Ensuite, Jacques Breillat, que je remercie d'être venu. Il est maire de Castillon-la-Bataille depuis 2014. Cité historique de l'Est de la Gironde. Enfin, je pense qu'ici, tout le monde sait où c'est à peu près. Donc, la précision, c'est pour Vincent, le Strasbourgeois. Donc, une ville qui est située à la frontière de la Dordogne et qui comptait en 2016 3160, mais je crois que c'est un peu évolué. On est à 3002. Voilà, contre 4066 en 1856 contre Wikipédia, mais il y a eu une série statistique un peu étrange. Il y a eu un pic en 1856. J'ai pas bien compris pourquoi, mais peut-être que vous avez le secret. Je tiens donc à remercier Monsieur Breillat parce que c'était pas forcément évident de représenter la ville censée incarner le déclin ou la décroissance urbaine. Il fallait oser, il fallait assumer. Surtout qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de déclin démographique à Castillon. Enfin, si on regarde les séries plus récentes, il n'y a pas d'effondrement démographique, mais des problèmes que vous nous préciserez, hein, notamment de pauvreté, de chômage. Et qui ont lieu dans un département qui est par ailleurs confronté à la croissance exponentielle de sa métropole. Ensuite, Marianne Baquet, qui est directrice de l'aménagement d'InCité. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas d'InCité pour parler du centre historique de Bordeaux, mais parce que InCité, aujourd'hui, sur la base de l'expertise qu'elle a accumulée sur la réhabilitation des centres anciens, notamment en se faisant la main sur Bordeaux à partir du début des années 2000, aujourd'hui, InCité est de plus en plus appelée pour des missions d'expertise sur des villes plus petites situées en dehors de la métropole. Je crois que vous avez travaillé sur Sainte-Eulalie, La Réole, et vous avez travaillé également sur Castillon-la-Bataille, donc c'est à ce titre qu'on vous a invité. Donc merci à tous les trois d'être venus. Alors je vais commencer par des questions à Vincent, qui va avec nous partager les résultats de cette recherche sur les stratégies de sortie du déclin. Alors Vincent, on a beaucoup parlé de villes en déclin, de shrinking cities, pour utiliser un terme anglo-saxon qui désigne en gros le phénomène de rétrécissement des villes. En France, on est en train de ressortir la vieille expression de la diagonale du vide. Alors c'est quoi, Vincent, une ville en déclin ou un territoire en déclin? Comment on peut caractériser ce déclin? Est-ce qu'il est démographique, commercial, économique? Quels en sont les mécanismes? Quelles en sont les causes? Et quels territoires sont concernés par ces situations de déclin? Merci Gilles, merci déjà de m'avoir invité, hein. Je suis ravi d'être à Bordeaux, dans cet endroit qui est très sympa, pour parler des villes en déclin. Alors, ta première question, en fait, ça fait beaucoup de questions, hein, définition, cause, territoire concerné, beaucoup de questions dont les réponses sont pas faciles à donner. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a un accord assez généralisé, hein, sur le fait que certains territoires décrochent. Je crois que personne ne dira le contraire. Il y a un accord également sur le fait qu'il y a des écarts qui se creusent, hein, entre les territoires les plus dynamiques, hein, et les territoires en déclin. Je lisais assez récemment les derniers chiffres sur l'immobilier, hein, qui montraient notamment les divergences de trajectoire entre Saint-Étienne et Bordeaux, hein, sur l'immobilier, hein, et en 10 ans, les écarts ont été multipliés par 2, ce qui est quand même assez phénoménal. Donc il y a un accord là-dessus, mais dès qu'on entre un petit peu dans le détail, hein, dès qu'on parle de définition, dès qu'on parle de choix des indicateurs pour mesurer le déclin, dès qu'on parle de choix des échelles d'analyse aussi pour rendre compte de ce déclin, dès qu'on parle aussi du sens
qu'il faut donner à ces grandes évolutions, et ben là, les désaccords apparaissent et on a des controverses assez fortes. L'un des exemples les plus connus, c'est la controverse autour du concept de France périphérique que Christophe Guilly a inventé. Donc la première réponse que moi je peux apporter à cette question, c'est une réponse assez évidente, mais c'est que les territoires en déclin, ce sont des territoires qui perdent des habitants. Donc la dimension démographique est une dimension importante. Alors ça peut vous paraître simpliste, ça peut vous paraître assez caricatural, mais c'est quand même le choix qu'on a fait dans le projet dont tu as parlé, le projet ANR Altergrowth. Et on a fait ce choix de se concentrer sur la dimension démographique pour deux raisons. La première, c'est qu'on a sur cette dimension-là des données de bonne qualité, notamment en France. Il y a toutes les données du recensement qui sont libres d'accès, qui sont très précises et qui sont de très bonne qualité. Et ces données, ce qui est intéressant, c'est qu'elles permettent à la fois des comparaisons dans le temps. On a des séries longues, on peut reconstruire assez facilement des trajectoires démographiques, et elles permettent des comparaisons dans l'espace. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de comparer des évolutions démographiques entre des villes françaises, allemandes, américaines, que des évolutions liées aux dynamiques économiques ou immobilières ou à d'autres types de dynamiques. Donc ça, c'était la première raison. La seconde raison de ce choix, c'est que, et là je vais reprendre le jargon de mes collègues démographes, c'est que cette variable démographique, pour les démographes, c'est un bon proxy d'autres variables. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que bien souvent, la variable démographique va être corrélée à d'autres variables qui sont plus difficilement mesurables, sur l'immobilier, sur l'économie, sur la vacance, même si on peut avoir des données sur ces questions-là. Donc si on regarde cette variable de la population, et si on s'intéresse à la situation française sur le temps moyen, on peut identifier deux grandes phases de déclin urbain. La première, que vous connaissez très bien, c'est la phase des années 70-80, phase dans laquelle tout un tas de territoires, souvent les territoires très fortement industriels, entrent en déclin. Donc là, les causes sont plutôt connues et je vais passer assez rapidement. C'est essentiellement les transformations du capitalisme, la crise du modèle Fordisme qui vient déstabiliser les économies des villes industrielles. Et l'autre facteur généralement mis en avant, c'est également le début des processus de périurbanisation qui affectent les centres-villes déjà dès les années 70 et ça va s'amplifier par la suite. Donc ça, c'est la première phase de déclin urbain. On se rend compte que dans les années 90, on a un petit répit, même si des villes continuent à décliner, on a un petit répit et on a une seconde phase, une seconde vague qui intervient à partir de 2005-2006. Alors là, les facteurs sont un petit peu différents. On a bien entendu la poursuite des processus de désindustrialisation. Le facteur économique est important. On a également la poursuite des processus de périurbanisation. Et puis, on a un autre facteur qui intervient et qui est intéressant, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État et l'évolution de son intervention dans les territoires. Ce qui se passe à partir de 2005, c'est qu'on assiste à un retrait territorial de l'État qui prend la forme de la destruction ou de la réorganisation de tout un tas de services publics dans les territoires. Et c'est quelque chose qui est très important parce que dans les années 70-80, lors de la première phase de déclin, l'État, l'économie publique avait joué un rôle d'amortisseur, de bouclier face au cycle économique défavorable. Là, dans les années 2005-2010 et encore aujourd'hui, ce rôle d'amortisseur, l'État ne l'occupe plus. Et au contraire, les stratégies, l'évolution de ces stratégies d'intervention dans les territoires a plutôt des effets d'accentuation du déclin. Et ça explique qu'aujourd'hui, l'un des types de villes les plus touchées par ces processus de déclin urbain, ce sont les villes moyennes, parce que ce sont des villes qui historiquement étaient très dépendantes de l'emploi public, de l'économie publique. Donc voilà en gros pour la vision générale. Alors je ne sais pas si je peux donner quelques chiffres, mais pour que vous ayez une petite idée, les résultats du travail de mes collègues démographes ont montré que sur les 20 dernières années, si on s'intéresse à l'évolution de la population,
On a un tiers des aires urbaines françaises qui sont en déclin, donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est à peu près la même proportion que dans l'ensemble de l'Union européenne. Et en termes de résultats très généraux, on se rend compte de grandes dynamiques avec des inégalités régionales assez fortes. La ligne entre Le Havre et Marseille est assez structurante, avec un déclin beaucoup plus accentué dans les régions du nord et de l'est et moins fort dans les régions du sud et de l'ouest. On se rend compte également que le déclin s'est renforcé dans les territoires où il était déjà présent dans les années 70, avec des processus assez durables. Et deuxième élément intéressant, résultat très général, on a eu une propagation donc, du déclin à d'autres territoires qui n'étaient pas touchés historiquement. Et donc, je l'ai dit, c'est essentiellement des villes petites et moyennes sur cette période la plus récente. Donc ça, c'est pour la lecture générale, approche quantitative basée sur la population. Mais vous avez bien conscience que cette approche, elle est que partiellement satisfaisante, parce que perte de la population, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel type de population s'en va, potentiellement quel type de population arrive, quels espaces au sein des villes ou au sein des aires urbaines sont particulièrement touchés par ces processus et quels espaces sont à l'inverse préservés, et puis quels sont les effets plus généraux de ces processus. Et là, les résultats qu'on a obtenus tendent à montrer que les processus de déclin urbain sont des processus extrêmement sélectifs, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas de la même manière l'ensemble des groupes sociaux. En gros, dans les villes en déclin, les captifs sont amenés à plus rester, ceux qui ont moins de ressources, ceux qui sont moins mobiles sont encore moins mobiles dans les villes en déclin, donc les populations à faibles ressources, catégories populaires, entre autres. Et à l'inverse, ceux qui sont déjà plus mobiles dans d'autres territoires le sont encore plus dans les villes en déclin et ont tendance à s'en aller assez fortement. Donc sélectivité au niveau des populations, des groupes sociaux concernés, et sélectivité aussi très forte au niveau des espaces qui sont touchés par ces processus de déclin. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont souvent les espaces de la centralité, les espaces centraux, qui sont les plus marqués par ces processus. Et on a souvent une spirale un petit peu de déclin marquée par la dévalorisation de l'espace urbain, la dégradation des bâtiments, l'augmentation de la vacance dans l'habitat, de la vacance commerciale, des processus de paupérisation, parfois d'ethnicisation aussi des rapports sociaux. On pourra y revenir dans la discussion. Donc c'est ça qui pour moi est un marqueur important du déclin, le fait qu'on ait une concentration de ces processus dans les espaces centraux des territoires concernés. Et je vous donne juste un exemple qui peut être intéressant, l'exemple de Béziers, que vous connaissez peut-être un petit peu. On a affaire à une ville qui a longtemps perdu de la population, qui depuis une dizaine d'années voit la population de son aire urbaine augmenter. La population de la commune est relativement stable et pourtant, c'est vraiment ce qui se passe dans les espaces centraux de ce territoire qui peuvent faire considérer qu'on a affaire à une ville en déclin parce que les processus que je viens de décrire sont très présents dans ce territoire-là. On pourrait faire la même remarque pour Saint-Étienne qui, sur les dernières années, connaît une stabilisation de sa population et qui pourtant est marquée par des processus de déclin et de dévalorisation des espaces centraux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et pour terminer sur ta question, je pense qu'on peut voir en simplifiant un petit peu, ces processus de déclin urbain comme le miroir des processus de gentrification dans les territoires les plus dynamiques. Merci. Oui, il va falloir jongler avec un seul micro pour des raisons d'enregistrement. Alors, face à cette situation de déclin dont tu as décrit les caractéristiques, quelles sont les réactions des acteurs? Est-ce qu'il y a des formes un peu stéréotypées de réaction en termes de politique et de stratégie urbaine? Alors oui, et si on revient un petit peu en arrière, je parlerai peut-être un peu plus de ce qui s'est passé plus récemment dans les territoires en déclin, mais si on regarde ce qui se passe depuis les années 80-90, on a affaire dans ces territoires-là à la mise en place de stratégies assez classiques de retour à la croissance.
stratégies qui ne sont pas spécifiques à ces territoires-là et qui ressemblent très fortement à celles qui sont mises en place dans des territoires plus dynamiques. Alors c'est quoi ces stratégies? Comment les qualifier? On peut les qualifier d'entrepreneuriales, à la suite des travaux de géographes comme David Harvey. Et ces stratégies entrepreneuriales, si je résume et je simplifie un petit peu, elles correspondent à des politiques urbaines qui peuvent être des politiques urbaines liées à l'habitat, à la régénération urbaine, à la culture, qui sont dominées par un objectif qui est celui de renforcer l'attractivité du territoire pour essayer d'attirer des investissements, des firmes ou des groupes sociaux jugés désirables. Donc on retrouve dans la plupart des villes en déclin ces stratégies. Dès les années 80 aux États-Unis, Baltimore inaugure ce type de stratégie avec la régénération des fronts de mer dans les années 80. On retrouve ça aussi au Royaume-Uni avec la ville de Sheffield qui avait été bien étudiée par mon collègue et ami Max Rousseau dans sa thèse. On retrouve des stratégies aussi similaires à Saint-Étienne dans les années 90 puis 2000 autour notamment de politiques de renouvellement urbain assez ambitieuses, de politiques de transformation de l'identité de la ville autour de la mise en avant du design. Et ces stratégies-là, et ça c'est important de le noter, elles ne concernent pas que les plus grandes villes en déclin. On les retrouve également dans des villes intermédiaires, plus petites. J'ai parlé de Béziers à l'instant. Béziers, dans les années, fin des années 2000, la grande stratégie urbaine, c'est de construire un énorme centre commercial à la périphérie de la ville, qui s'appellera Polygone 2, pour mimer ce qui s'est passé à Montpellier avec le centre commercial Polygone. Donc on est vraiment on réplique des stratégies qui ne sont pas forcément adaptées à ces territoires-là. Ces stratégies conventionnelles, entrepreneuriales, elles sont problématiques à 3 niveaux, à mon sens. La première, c'est qu'elles ont des effets très incertains. On commence à avoir un retour sur ces stratégies. Et ce retour montre que les effets d'entraînement qui étaient escomptés au départ sont en général beaucoup plus faibles que ce que les promoteurs de ces stratégies pensaient. Non seulement les effets d'entraînement sont faibles, mais en plus ces effets ne se diffusent pas dans l'ensemble du territoire urbain et notamment dans les quartiers les plus défavorisés. Deuxième problème, ce sont des stratégies qui ont un coût très élevé en général et qui impactent lourdement les finances locales alors qu'on a affaire à des villes qui sont déjà en difficulté financièrement. Et troisième problème de ces stratégies, c'est qu'elles sont assez peu adaptées à la situation locale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part que souvent ce sont des stratégies qui ne sont pas au centre des demandes de la population déjà présente. Ce sont des stratégies qui s'adressent plus à des populations qu'on souhaite attirer, donc qui ne sont pas là. Et puis en plus, ce sont des stratégies qui ne répondent pas forcément aux problèmes et aux spécificités des villes en déclin. L'un des apports des travaux de mes collègues démographes sur les processus de déclin, quand ils ont décomposé ces processus, ils ont montré que finalement, le principal problème de ces villes, ce n'était pas qu'elles n'avaient pas de nouveaux habitants entrants. Souvent dans les villes en déclin, on a des entrées assez fortes, parfois même de cadres dans les plus grandes villes. Le problème principal, c'était qu'il y avait beaucoup plus de sortants. Donc finalement, des stratégies qui cherchent à attirer certains groupes sociaux, elles ne sont pas forcément adaptées. Il faudrait parfois peut-être mieux penser à des stratégies visant à ancrer certains groupes sociaux dans le territoire, à les retenir pour éviter qu'ils n'aillent s'installer ailleurs. Donc voilà, pour revenir un petit peu à ce que disait Gilles, en gros, vous l'avez compris, les élus locaux des territoires en déclin ont pris, pour reprendre la terminologie d'Olivier Baolga, beaucoup de cam pendant assez longtemps. Merci. Alors, donc on voit bien que ces stratégies que tu appelles conventionnelles, stratégies que effectivement les géographes anglo-saxons critiques ont qualifiées d'entrepreneuriales ne fonctionnaient pas, ou pas forcément, ou ne produisaient pas tous les effets escomptés. Mais alors, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce que tu peux nous parler d'exemples de villes qui ont misé sur des stratégies alternatives et quels effets ont produit ces stratégies?
Ok, merci Gilles. Donc oui, il y a des alternatives, ou en tout cas, il y a sur la période la plus récente une évolution des stratégies et des politiques urbaines dans ces territoires-là. La première chose qu'il est important de souligner quand on essaie de comprendre cette évolution, c'est qu'on a eu un changement dans les discours. Changement dans les discours avec une plus forte acceptation du déclin urbain. Alors, en France, elle est assez récente, hein, mais si on regarde ce qui se passait dans les années 90 ou même dans les années 2000, hein, on se rendait compte qu'il y avait le déclin était considéré comme quelque chose d'assez tabou, hein, dans les documents d'urbanisme, dans les PLU ou dans les SCOT. On tablait en général sur des projections très ambitieuses en termes de projections démographiques ou autres. Donc on était dans une forme de déni du déclin. Aujourd'hui, ce déclin est un peu mieux accepté, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les politiques urbaines s'adaptent forcément. Aux États-Unis, c'est la même chose, hein, le déclin urbain, et je vais vous parler un peu des États-Unis parce que sur ce point-là, c'est assez intéressant, a été également beaucoup mieux accepté à partir des années 2000, et ça a pu donner lieu, dans certaines villes, à la mise en place de stratégies assez différentes, qui s'éloignent en tout cas des canons de l'entrepreneurialisme urbain que j'ai décrit il y a quelques instants. Alors pour vous en parler, pour parler de ces stratégies qu'on a qualifiées avec mes collègues de stratégies de décroissance planifiée, on peut mobiliser un exemple qui est assez connu de la part des urbanistes ou des étudiants en politique urbaine, l'exemple de la ville de Youngstown. Alors Youngstown, pour parler un peu de cette ville, c'est une petite ville dans le contexte américain du nord de l'Ohio. C'est une ville qui fait aujourd'hui à peu près 70 000 habitants, qui en faisait 150 000 il y a une cinquantaine d'années. C'est une ville qui historiquement avait une économie basée sur la sidérurgie, qui a été ravagée, hein, par les transformations économiques qui se sont déroulées aux États-Unis. C'est une ville qui connaît des problèmes très importants, beaucoup plus importants, hein, que ce que connaissent certaines villes en déclin françaises, hein, des problèmes de pauvreté, des problèmes également, hein, d'ethnicisation des rapports sociaux très forts, hein, on est aux États-Unis. Et pendant longtemps, hein, la ville a essayé de se relancer, hein, en mettant en place des stratégies entrepreneuriales comme je les ai décrites tout à l'heure. Dans les années 2000, on a une nouvelle municipalité qui est élue. Et la première chose qu'elle fait, c'est de dire qu'il faut faire table rase, hein, de ces politiques publiques-là, qu'elles ne sont pas adaptées et qu'il faut mettre en place une stratégie d'accompagnement de la décroissance et non plus une stratégie visant à retourner à la croissance. Alors cette stratégie de décroissance planifiée, elle prend la forme d'une politique d'adaptation, si vous voulez, de la ville à la nouvelle taille de sa population. Donc on va essayer de démolir tout un tas de quartiers qui étaient délaissés, tout un tas d'espaces qui étaient abandonnés, donc une politique de démolition massive, et surtout une politique visant à susciter des usages alternatifs, hein, de ces espaces laissés vacants dans le centre-ville. Hein, donc ça peut être susciter des pratiques d'urbanisme temporaire, susciter également, et ça a été très marqué à Youngstown et dans d'autres villes américaines, hein, des pratiques d'agriculture urbaine, hein, non seulement pour essayer de lutter contre les déserts alimentaires qui là-bas sont très importants, mais également pour essayer de donner des activités, hein, aux populations afro-américaines les plus défavorisées. Alors c'est une stratégie intéressante parce que pour la première fois, une municipalité disait on ne souhaite plus essayer d'attirer de nouvelles populations, on ne cherche plus à retrouver de la croissance parce que de toute façon on n'y arrivera pas. Mais c'est une stratégie qui a débouché sur un échec partiel. Elle n'est pas allée jusqu'au bout, hein, pour deux raisons, hein. La première, c'est qu'une partie des habitants s'est opposée aux démolitions, hein. Vous savez que les démolitions, c'est souvent un enjeu très controversé dans les politiques urbaines et encore plus aux États-Unis. Et puis, le soutien, cette stratégie n'a pas obtenu le soutien des échelles supérieures de gouvernement. Et ça, c'est intéressant, j'y reviendrai un petit peu pour la France, et notamment du comté et de l'État fédéral, hein, qui étaient gouvernés, et qui le sont toujours, par le Parti républicain.
Donc voilà pour les États-Unis, hein, et ce type de stratégie s'est diffusé de manière plus ou moins forte dans des villes comme Cleveland, Détroit ou Saint-Louis. Qu'est-ce qu'on peut dire de la France? Eh ben, en France, on a également un changement de discours. Hein. Si vous regardez ce qui se dit aujourd'hui à Saint-Étienne, à Montluçon, à Châlons-en-Champagne, hein, on n'est plus du tout sur la même logique que dans les années 90. Hein. On a une acceptation un peu plus forte de ces processus de décroissance, de déclin urbain. Mais la question, c'est de savoir si ça débouche sur des politiques innovantes, alternatives, et si oui, sur quel type d'innovation et quel type d'alternative. Alors dans certains cas, on a des politiques qu'on peut qualifier de politiques innovantes et alternatives. Alors on a des exemples, des petits dispositifs un peu isolés hein, qui ont été mis en place, hein, des bourses aux locaux vacants, la maison à 1 euro à Roubaix, hein, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus parce qu'on a affaire souvent à des exemples isolés hein, et qui ne débouchent pas sur des stratégies urbaines globales et de moyen terme. On a des exemples, des cas hein, où on a une vraie stratégie d'accompagnement de la décroissance qui se met en place. L'exemple qu'on a étudié dans notre projet, c'est celui de Vitry-le-François. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette petite ville qui est dans la région Grand Est, hein, dans le département de la Marne. Donc c'est une petite ville qui a beaucoup souffert, hein, qui a perdu plus de la moitié de ses habitants en l'espace de 30 ans. Ce qui est intéressant à Châlons, c'est que la décroissance s'est portée à la fois sur le centre et également sur le quartier d'habitat social, hein, le quartier du Hamois, hein, qui a perdu plus de la moitié de ses habitants et qui a connu des taux de vacances très élevés dans les années 2000. Cette vacance dans le quartier d'habitat social, elle a entraîné une faillite hein, du bailleur. Et ce qui était intéressant, c'est que ce quartier était chauffé hein, par un réseau biomasse hein, avec une chaufferie qui permettait d'avoir de l'électricité pas trop chère hein, pour les habitants. Donc la municipalité, quand le bailleur est entré en faillite, il a dû se recentrer sur son cœur de métier, abandonner le réseau de chaleur et se concentrer sur juste location, gestion du logement social. Donc la municipalité s'est retrouvée confrontée à ce choix de savoir qu'est-ce qu'elle devait faire de ce réseau. Donc elle a finalement décidé, avec l'aide de l'intercommunalité, de racheter ce réseau, de le rénover et de mettre en place autour de ça une véritable stratégie de transition énergétique. Hein. Donc ils ont réussi à obtenir des financements de l'ADEME, ils ont mis en place tout un tas de dispositifs pour produire de l'énergie renouvelable. Donc il y a eu un ensemble d'éléments qui a fait que ce moment du déclin, ce processus de déclin, hein, il a forcé finalement les acteurs à réagir et à développer une stratégie un peu plus adaptée à la situation locale. Bon. Voilà pour l'exemple de Vitry-le-François. On pourrait parler d'autres territoires qui sont aussi intéressants. Je pense à Decazeville, mais je vais peut-être passer parce qu'on ne va pas avoir le temps et j'y reviendrai dans la discussion. Alors, ce qui est intéressant avec ces stratégies, c'est qu'elles acceptent le déclin, elles se servent de certaines des ressources aussi que génère le déclin. Hein, le déclin, c'est une contrainte, mais c'est aussi une ressource pour des collectivités parce que ça offre du foncier à bas prix pour mettre en place des projets, parce que ça crée tout un tas ça génère des ressources finalement qui ne sont pas présentes dans d'autres territoires. Le problème de ces stratégies, c'est qu'elles sont encore incomplètes. Elles côtoient bien souvent des stratégies plus classiques entrepreneuriales. Elles ne sont pas toutes progressistes. Hein. Si à Vitry-le-François, on a une stratégie progressiste qui était notamment élaborée pour lutter contre la précarité énergétique dans le quartier d'habitat social, dans tout un tas de territoires, les stratégies d'accompagnement de la décroissance, elles prennent la forme de politiques de démolition hein, qui ont des effets pas toujours positifs hein, sur les groupes les plus défavorisés en ville. Et puis un autre problème de ces stratégies, hein, c'est que souvent elles sont centrées quand même sur l'échelle municipale et elles ont du mal à s'appuyer sur des échelles supérieures, notamment les échelles intercommunales.
Alors ça tombe bien parce que je voulais t'interroger justement sur cette question de l'intercommunalité, parce que tout à l'heure tu as parlé du repli de l'État à partir des années 2000, hein, la réforme de l'administration territoriale de l'État lancée par le président Sarkozy. Et on a beaucoup dit que l'un des substituts à cette présence de l'État, ça pouvait être l'intercommunalité et l'organisation collective des communes. Mais alors justement, dans ces situations de déclin, d'après ce que tu as vu en France, ces situations de déclin activent plutôt des logiques de solidarité intercommunale, euh, consistant notamment à faire de l'intercommunalité un outil, un levier de planification de ces politiques faisant face au déclin, ou est-ce qu'au contraire on a une exacerbation des concurrences sur fond de déclin? Merci Gilles. Alors je vais avoir un propos un peu pessimiste, hein, mais globalement, en tout cas ce qui ressort des cas qu'on a étudiés, hein, c'est que les situations de déclin génèrent plus des formes d'égoïsme territorial que de solidarité territoriale. Alors, il y a quelques exceptions. Hein, je pense notamment en Allemagne, où on a eu des formes de solidarité territoriale qui sont nées de situations de déclin. L'Allemagne est assez intéressante, hein, sur ces questions-là. Hein. Dès le milieu des années 90, hein, l'État avait mis en place notamment des contrats, hein, pour associer des villes-centres et des communes périphériques pour essayer de mieux répartir la croissance. Et on a eu des cas assez intéressants en Allemagne. Je pense aux travaux de Daniel Florentin, qui a étudié la manière dont les entreprises qui fournissent les services en eau se sont réorganisées dans les villes en déclin est-allemandes, hein, et il montre qu'on a eu la création de nouvelles solidarités à des échelles plus larges, hein, pour essayer de gérer le problème de la baisse de la demande qui rendait le prix du service plus cher. En France, on a eu quelques cas où on a vu des solidarités intercommunales se créer, mais c'est extrêmement rare. Hein. L'un des rares cas que j'ai en tête, c'est celui de Châlons-en-Champagne. Et c'est un cas qui est limite parce que ces solidarités étaient liées, en tout cas c'est ce qui ressort de nos enquêtes, à la fois à la figure du maire, hein, qui avait un leadership assez important, hein, Benoît Apparu, et également au fait que quand l'État a décidé de fermer les casernes à Châlons-en-Champagne, hein, c'était quand même plusieurs milliers de militaires qui s'en allaient du centre-ville, il y a eu des fonds qui ont été des fonds assez importants, hein, qui ont été donnés au territoire, et c'est sur la base de cette manne, hein, qui était attribuée au centre-ville, mais que les communautés périphériques voulaient aussi partager, qu'on a eu la mise en place de projets intercommunaux. Dans les autres territoires, en France, la situation elle est assez compliquée. Alors historiquement, on se rend compte que les territoires qui connaissent des processus de déclin sont des territoires dans lesquels l'intercommunalité a eu du mal à se construire. Hein, si je pense à l'exemple de Saint-Étienne, à celui de Mulhouse, hein, on a dès le départ un problème qui est lié au fait que la ville-centre, affaiblie économiquement, n'a pas le même leadership, la même hégémonie, si vous voulez, sur sa périphérie que des villes très dynamiques, hein, comme Bordeaux ou Montpellier. Hein, d'ailleurs, on retrouve un petit peu cette situation à Marseille, hein, qui n'est pas dans les cas de villes en déclin, mais dans lequel la faible dynamique de croissance du centre, hein, pose des problèmes en termes d'hégémonie au sein d'un territoire élargi. Donc on a dans ces territoires-là, hein, souvent des situations très contrastées, hein, entre des villes, parfois une ville, parfois quelques villes-centres, hein, qui concentrent la plupart des problèmes, hein, la pauvreté, le logement social, les charges des équipements, et des communes périphériques, hein, beaucoup plus dynamiques dans la périphérie, et qui ne veulent pas jouer le jeu finalement de la ville-centre. Alors ce qui s'est passé en plus, c'est que vous savez qu'il y a eu tout un tas de réformes sur l'intercommunalité depuis 4 ou 5 ans. Et il y en a notamment une qui a eu pour effet d'exacerber cette situation. Cette réforme, c'est une petite mesure de la loi NOTRe, hein, la loi NOTRe de 2015, qui a relevé le seuil d'existence des intercommunalités, hein, qui était auparavant, je crois, de 5000 habitants. Hein. On pouvait avoir une communauté de communes avec 5000 habitants. Aujourd'hui, c'est 15 000. L'idée, c'était bien sûr, hein, pour le législateur, hein, de renforcer les intercommunalités, d'éviter d'avoir de trop petites intercommunalités.
Sauf que le problème, c'est que dans les faits, ça a conduit souvent à des fusions de petites intercommunalités avec des intercommunalités plus grosses, des communautés d'agglomération, et que dans les villes qu'on a étudiées, ça fait basculer certains équilibres qui étaient déjà assez fragiles entre le centre et les périphéries des territoires en déclin. Et je prends juste l'exemple de Montbéliard et de Mulhouse, qui sont deux cas qu'on a étudiés. Dans ces deux villes, depuis 3 ou 4 ans, ce sont des maires de communes rurales très petites qui contrôlent l'intercommunalité, qui ont fait un putsch pour éviter que la ville-centre ne garde la main sur l'intercommunalité, et qui portent un agenda très peu favorable à la ville-centre. Alors cet agenda peu favorable à la ville-centre, finalement, on ne le retrouve pas trop sur la question fiscale. Ça n'a pas trop été remis en cause, mais on le retrouve plus sur des enjeux qui sont pourtant très importants dans l'approfondissement des processus de déclin, enjeux commerciaux et enjeux du logement. Et on voit très bien comment ces nouveaux exécutifs intercommunaux essayent au maximum de maintenir un statu quo de faible régulation de ces enjeux-là à l'échelle intercommunale pour essayer de contrôler le peuplement, pour essayer de contrôler l'organisation commerciale du territoire. Donc ça, c'est un effet inattendu de cette réforme qui a accentué une tendance assez ancienne de la difficulté des villes-centres en déclin à imposer leurs intérêts, leur agenda à l'échelle intercommunale. Merci beaucoup Vincent d'avoir restitué ainsi les résultats de cette recherche. J'aimerais bien entendre maintenant Jacques Breillat, et notamment sur trois questions. Alors d'abord, Vincent a commencé par un portrait de la ville en déclin. Est-ce que vous reconnaissez votre ville dans ce portrait-là? Enfin, quelles sont les formes que peut prendre le déclin ou la décroissance à Castillon-la-Bataille? Deuxième question. Voilà, entre les stratégies conventionnelles, entrepreneuriales, qui miment un peu les territoires qui gagnent, et les stratégies alternatives, vous vous situez comment? Bon, j'imagine que vous n'avez pas opté pour les stratégies conventionnelles et mainstream, mais voilà, quelles sont les réactions de la ville de Castillon et de son intercommunauté à cette situation de déclin? Et puis, troisième question, bon, dans cette affaire-là, l'intercommunalité, pour vous, c'est quoi? C'est une logique d'exacerbation des rivalités. On sait que Castillon a comme voisin Saint-Magne, qui est une ville avec des caractéristiques d'une ville qui absorbe l'énergie de la ville-centre historique. Comment vous gérez ça? Très bien, merci de me donner l'occasion de contribuer à ce débat particulièrement intéressant qui est fondé sur des travaux scientifiques. Moi, évidemment, je vous apporte ici la parole. Alors, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir quand même, parce que quand vous êtes invité à un an des municipales à témoigner en tant que maire d'une ville en déclin, vous pouvez, dans le cadre du cycle électoral, rencontrer quelques difficultés. Bon. Mais j'ai quand même accepté, parce que je trouve que c'est aussi très important de parler de ces questions. Alors pas dans une vision crépusculaire, etc., mais de réinterroger le terrain sur lequel on est tous les jours. Alors, dans ce que vous avez dit, Vincent, j'ai retrouvé évidemment quelques critères saillants, pas tous d'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. D'abord, les indicateurs sociaux, qui sont chez nous effectivement très dégradés. Donc, Castillon-la-Bataille, c'est 25% d'allocataires du RSA. C'est un taux de chômage de 27%, qui monte à 41% chez les jeunes de 18 à 25 ans. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. C'est aussi, par rapport à ces indicateurs, un taux de vacances élevé, vous en avez parlé, donc plus de 20%. Un parc privé indigne, qui doit être un parc privé indigne parmi les plus importants de Gironde. C'est aussi un élément important. La vacance étant un phénomène saillant à la fois dans le parc de logement, mais aussi au niveau des commerces. Donc c'est la double peine là, sur ce thème de la vacance. C'est aussi un cœur de bourg qui a accueilli beaucoup de populations étrangères. Donc je retrouve aussi un des éléments que vous avez évoqués, puisqu'il y a 17% d'étrangers sur la ville, essentiellement des personnes de nationalité marocaine, qui viennent toutes quasiment de la même ville, qui
qui s'appelle Sidi Slimane au Maroc, et qui est une ville qui a été une ville qui pourvoit, qui a pourvoyé et qui continue d'ailleurs de pourvoir à une main-d'œuvre agricole dont le bassin viticole a besoin. Donc c'est aussi un élément que j'ajoute dans les points qui confortent ceux que vous avez pu donner. À côté de ces éléments qui pourraient presque vous amener à vous questionner de savoir pourquoi on veut être maire d'une telle ville, hein, mais c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet du jour. La politique, en tout cas les politiques d'aménagement de l'État, et c'est donc encore un point que je relève par rapport à ce que vous avez souligné, plutôt marqué par une forme, je vais dire, de désintérêt par rapport à la maille à laquelle nous sommes. 3200 habitants, un bassin de vie de 6500, donc trop petit pour rentrer dans les politiques de la ville. Vous savez que dans les derniers critères des politiques de la ville, notamment le critère unique de pauvreté, considérant que si vous aviez plus de 50% de la population avec un revenu médian inférieur ou égal à 11 250 €, vous pouviez rentrer dans les politiques de la ville. Alors évidemment, ce critère-là est complètement rempli dans ma commune, vous vous en doutez, mais pas d'aire urbaine de plus de 10 000 habitants. Et donc, impossibilité d'accéder au dispositif de géographie prioritaire politique de la ville. Impossibilité aussi d'entrer en zone de revitalisation rurale. On va se dire, tiens, c'est là une deuxième possibilité pour nous, parce que lorsqu'on mixe les conditions de la ville avec celles de sa périphérie, on n'est plus éligible aux zones de revitalisation rurale. Et puis, dernier élément en date, pas éligible non plus au dispositif cœur de ville, puisque dispositif réservé aux villes de plus de 20 000. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que dans le cadre de toutes ces mesures qui sont annoncées parfois de façon extrêmement médiatique, à chaque fois que les mesures sortent, on se demande, et en tout cas moi je me demande par rapport à la réalité que je peux décrire, s'il n'y a pas deux types finalement de citoyens dans ce pays, hein, ceux qui sont couverts par des logiques de politique publique et puis ceux sur lesquels l'État ne fait pas porter de dispositifs particuliers, ce qui est à la fois très pénalisant pour nous, même si on sort de cette logique, et j'expliquerai comment, mais qui est aussi derrière vécu comme une forme de non-reconnaissance. Hein. Je suis désolé de mettre un peu d'affectif là-dedans, mais je crois que les représentations ont aussi leur importance, de non-reconnaissance des réalités ou des fragilités sociales qui sont celles de cette ville, hein, par les habitants, puisque finalement on ne rentre dans aucun filet de politique publique sur ces points. Voilà des éléments qui me semblent conforter, en tout cas, des indicateurs des déclins que vous avez pu donner, et ceci de façon la plus objective possible. Derrière ça, il y a aussi un élément peut-être plus impalpable, mais que les équipes d'Incité, j'expliquerai pourquoi, mais Marianne le fera sans doute aussi, ont pu percevoir, c'est un sentiment extrêmement fort de malaise, hein, par rapport à la situation dans laquelle est la ville aujourd'hui, hein. Et notamment la perte totale d'un sentiment de fierté, d'appartenance, parce que les gens ressentent de façon très affective le déclin de cette ville, qui longtemps été un petit pôle de centralité rurale plutôt agréable. Et donc, dans la mémoire collective, il y a aussi 30,7% de personnes âgées sur ma ville, donc il y a cette mémoire collective qui est toujours présente. C'est le sentiment d'une espèce d'âge d'or révolu qui ne reviendra jamais, etc., et qui produit aussi, hein, il faut dire les choses, parfois du ressentiment, hein, pour essayer d'exprimer les choses, qui peut entraîner un certain nombre de représentations, de stigmatisation, et finalement aussi, je le dis parce que c'est une des composantes aussi de ce territoire, de vote extrême, hein, puisque, bon, alors,
Je ne propage pas exagérément les thèses de la France périphérique, mais je dois vous avouer, et je le dis parce que même si évidemment ce qui vaut pour ma ville ne vaut pas, n'a pas vocation à être réifié, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments caractéristiques ou caractérisant ma ville dans la lecture de cet ouvrage. Beaucoup. Et notamment les passages sur le sentiment de dépossession, ces aspects très émotionnels, très affectifs, me semblent assez bien collés à la réalité qui est la nôtre. Voilà. Donc ça, c'est le côté, les indicateurs. Et par rapport à ça, donc, un travail de fond qui a été entamé donc, il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, visant la revitalisation du centre-bourg, avec la difficulté, vous vous en doutez, sur une commune de 3200, première difficulté qui était de trouver l'ingénierie, l'expertise nécessaire pour conduire un tel travail. On n'a pas des équipes qui nous permettent de conduire ce type de travail. Donc il a déjà fallu mener un premier combat pour mettre autour de la table des acteurs capables de nous aider à financer l'ingénierie. Ça a été la première démarche. Il a fallu globalement 1 an et demi, un peu plus, pour mettre tout le monde autour de la table, parce qu'il y avait des éléments circonstanciés, vous comprendrez. L'élection municipale était passée, on avait envie de se mettre autour de la table, mais 1 an après, il y a eu des élections départementales. Et donc, vous savez que dans ces phases électorales, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. On attend de voir un petit peu comment les acteurs se positionnent dans le jeu politique. Il se trouve que j'étais moi-même candidat à l'élection départementale, ce qui ne favorisait pas forcément une forme d'engouement spontané autour de ces thématiques. En tout cas, il a fallu passer cette étape. Une fois cette étape passée, nous étions en élection régionale. Donc là aussi, il a fallu que les choses se stabilisent. La région, en plus, était soumise quand même à un changement très important. Donc elle a révisé en partie ses critères d'intervention. Et donc, elle réinterrogeait elle-même ses propres politiques publiques. Et donc, on a vécu ça. Donc ça, c'était une difficulté très importante qui nous ramène quand même dans vos propos sur la stratégie, des choses qui localement peuvent résonner. La première question que je me suis posée, moi, c'est est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on doit avoir une stratégie quand on est à 3200 habitants? Parce que depuis des années, on n'en a pas eu. Cette petite ville, elle n'a pas subi spontanément, à un moment donné, un espèce d'accident qui l'aurait amenée là où elle est. Elle a simplement évolué sur un scénario au fil de l'eau. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conscience particulière, pas de référentiel, pas de prise en compte en fait, de ces difficultés de façon structurée avec une vision, je veux dire, simplement moyen terme. Et donc, l'atterrissage sur lequel on est arrivé est lié aussi au fait qu'il n'y avait pas de stratégie du tout pour gérer, au moins dans la phase d'émergence, ces difficultés. Je constate aussi d'ailleurs que quand on parle de stratégie, dans des cantons ou des villes rurales, des petites villes, vous avez un certain nombre de mes collègues maires qui vous expliquent qu'ils ne veulent surtout pas que leur commune se développe. Alors je ne sais pas si en soi c'est une stratégie, mais ça peut en être une. Il y a un certain nombre de collègues maires qui disent très clairement, si on est venu vivre à la campagne, c'est surtout pour que rien ne bouge. On n'a pas envie d'avoir un réseau d'éclairage public, on n'a pas envie d'avoir des transports, on n'a pas envie. On est venu là justement pour ne pas avoir tout ça. Ce qui crée nécessairement, et on en reparlera quand on parlera d'intercommunalité, une différence d'approche par rapport à des situations où la ville-centre a finalement concentré une grande partie de la fragilité sociale. Donc, premier élément, on a eu une forme de spécialisation avec, dans le cœur de bourg, et je retrouve ça dans ce que vous avez dit aussi, un accroissement de la pauvreté. Il faut dire les choses, on préfère, mais c'est un peu humain, j'en fais pas le reproche à certains de mes collègues, on préfère voir la pauvreté concentrée dans le centre de Castillon-la-Bataille que de la voir sur sa propre commune. Donc souvent, il y a eu ces réflexes-là qui étaient des réflexes qui ne créaient pas nécessairement et automatiquement de la solidarité. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément par rapport à l'échelon intercommunal,
Nos intercommunalités, initialement, elles ont été bâties sur une notion de bassin de vie. Et quand on est dans le bassin de vie, il y a de la contiguïté géographique. Donc, ça crée des interactions. On ne veut pas dire que chacun ne va pas jouer ses propres cartes, mais au moins on se connaît. Hein. Quand on est passé, vous avez raison de le souligner, parce que de ce côté-là, c'est vraiment un élément qui, de mon point de vue en tant qu'élu, est très important. Quand vous passez sur des intercommunalités de plus de 15 000, la nôtre fait 19 000 habitants. 19 000 habitants dans une zone rurale avec 31 communes, ça veut dire que très clairement, vous absorbez de petites intercommunalités qui existaient ailleurs, tout étant relatif. Et donc, vous intégrez dans cette intercommunalité des communes qui ne vous connaissent pas. Voilà, parce que les habitants de Saint-Quentin-de-Baron, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette géographie locale, pour certains d'entre vous, j'imagine, les habitants de Saint-Quentin-de-Baron qui sont quasiment en situation de périurbanité ne viennent quasiment jamais à Castillon-la-Bataille. Hein. Ils sont dans le même canton, pourtant. Bon. Et dans la communauté de communes, quand vous allez au bout de la communauté de communes, dans le Branay, vous avez des personnes qui viennent très peu sur ma commune. Et donc, aussi bien à travers le redécoupage, le réajustement des seuils démographiques pour les intercos que le redécoupage des cantons, qui traditionnellement était quand même très valorisant pour les petits pôles de centralité que nous sommes, eh bien, on a distendu le lien. Et ça, c'est un élément qui n'est pas un élément qui favorise des stratégies de revitalisation de centre-bourg sur le petit pôle de centralité quand vous êtes maire de la ville centre, même si c'est un petit pôle de centralité. Et puis, et c'est le troisième élément qui conforte aussi ce que vous avez évoqué sur les niveaux de solidarité intercommunale, la question qui va se poser aussi très vite, et elle se pose chez nous, elle se pose dans plein d'intercommunalités rurales, c'est effectivement, elle se pose aussi, vous avez raison de le dire, dans des métropoles comme Marseille, c'est la position du maire de la ville-centre, hein, qui se retrouve parfois isolé parce que les jeux de périphérie vont constituer des jeux d'alliance qui ne sont pas forcément et nécessairement favorables à la ville-centre. D'ailleurs, rarement favorables à la ville-centre, parce que la ville-centre, elle est quand même perçue à la fois comme un point d'ancrage, mais aussi comme un élément qui favoriserait l'allocation exagérée de moyens. Et que cette allocation de moyens, certains disent si on question un projet de revitalisation de centre-bourg, d'accord, mais nous, on ne veut pas nécessairement payer pour ça. Donc il y a cette question vraiment de la solidarité où, j'allais dire, l'alliance des petits, c'est pas du tout péjoratif dans mon discours, je suis moi-même le maire d'une petite ville, mais l'alliance des plus petites communes fait que le poids de la ville-centre est vraiment dilué. Et ça pose des difficultés. Alors pour pouvoir compenser ça, il faut effectivement que puisse y avoir un leadership politique fort pour pouvoir discuter avec le président de l'intercommunalité. Moi, je ne suis pas président de mon intercommunalité, mais j'essaye d'établir un dialogue fort où on défend les intérêts de la commune et surtout où on plaide très fortement pour faire sentir à quel point, quand vous êtes dans des jeux de porosité, jouer le déclin de la ville-centre, c'est un très mauvais calcul en fait. Parce que, et ça, de ce point de vue, certains maires ont fait du chemin. Parce qu'il y a quelques années, les difficultés étaient vraiment très concentrées. Donc, l'idée de les laisser là où elles étaient en se disant mais finalement, tout ça, c'est les difficultés à Castillon, nous, tout va bien, c'est un discours qu'on pouvait tenir. Mais à un moment donné, vous avez un phénomène, un effet plumeau, quoi, hein. Donc, les difficultés, elles commencent à irradier un peu autour. Et donc les stratégies sont nettement moins gagnantes pour les communes qui sont dans cet état d'esprit. Et donc, il faut effectivement réajuster. Alors de ce côté-là, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous faire bondir, mais le fait que je sois conseiller départemental, ça permet aussi en partie de rééquilibrer. Hein. Donc je ne sais pas si le cumul de mandats est fonctionnel, on dirait, ou qui permet de l'efficience, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment un élément important dans le positionnement du projet de revitalisation de centre-bourg. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés
à le mettre en œuvre si j'avais pas cumulé la casquette de maire avec celle de conseiller départemental, ne serait-ce que parce que le département a aussi un rôle essentiel à jouer en matière de solidarité humaine et territoriale. Et on est en plein dans ce sujet. Et donc, de ce point de vue, le poids du leadership est un élément qui me semble un élément très intéressant pour interroger la situation locale quand on parle de projets de revitalisation. Dernier élément de réponse, j'espère que je ne suis pas trop long, sinon vous me faites signe. Hein, pas, bon. Dernier élément de réponse par rapport à la question que vous posiez. J'ai noté ça là. Vous dire... oui, on reviendra, oui, voilà. Merci beaucoup. Alors, Marianne Baquet, donc je le rappelle, vous êtes directrice de l'aménagement à InCité. On a encore une fois parlé tout à l'heure du repli de l'expertise de l'État, de l'ingénierie de l'État de ces territoires. Est-ce que vous, InCité, intervenant dans ce type de territoire, vous avez l'impression de vous substituer à cette ingénierie d'État qui a disparu? Première question. Et puis deuxième question, comment on fait quand on vient d'un territoire, d'une situation qui est la situation du centre de Bordeaux, qu'on y a développé un certain nombre d'expertises, quand on arrive dans un territoire comme celui de Castillon ou celui de La Réole ou de Sainte-Eulalie, est-ce qu'on réplique ce qu'on a déjà fait à Bordeaux ou est-ce qu'on est obligé d'inventer autre chose, des stratégies plus adaptées au territoire sur lequel on intervient? Alors, se substituer à l'ingénierie de l'État, certainement pas. Je dirais qu'on est une ingénierie propre aux collectivités et on est effectivement un outil qui est conçu pour être au service des collectivités locales, donc voilà, et qui existe de longue date. Après, effectivement, je pense que notre rôle, c'est d'amener effectivement à des collectivités une ingénierie qu'elles n'ont pas forcément, comme le disait Monsieur le maire, parce que notamment sur des petites communes comme Castillon ou La Réole, elles ont vraiment un manque d'ingénierie et elles n'ont pas la possibilité, y compris, où c'est très difficile pour elles d'étoffer leurs équipes, même quand elles le souhaitent. Donc on est effectivement là comme un outil et on apporte aussi un regard extérieur, ce qui, je dois le dire, dans des cas difficiles comme ceux que vivent ces communes, nous donne aussi une certaine liberté de parole. Et ça nous a permis quelquefois de soulever effectivement des difficultés qui n'étaient pas forcément exprimées ou exprimables directement par les acteurs locaux. Alors après, bon, notre démarche, le propre de notre démarche, c'est qu'effectivement on essaye d'apporter une approche plurielle, je dirais. D'abord, souvent, on n'intervient pas tout seul, hein. On est souvent en équipe. On était, à Castillon, on était associé au Plus Urbaniste. On est souvent dans des équipes pluridisciplinaires. Nous-mêmes, on essaye d'avoir dans notre équipe une approche pluridisciplinaire avec systématiquement une approche des différents champs de l'urbain et de ce qui fait la ville. Et je pense que c'est une de nos forces et une des qualités qu'on peut apporter à travers notre travail, c'est qu'on va pas se concentrer sur notamment le champ de l'habitat exclusivement, et on va essayer de ne pas segmenter les choses. Alors, par rapport à ce que vous disiez sur l'ingénierie de l'État, ça m'a fait réfléchir cette question, parce que elle a à la fois déserté, mais en même temps, on est aujourd'hui dans une situation tout à fait paradoxale où on a en même temps un retour de l'État qui, effectivement, du fait des problèmes que rencontrent d'une part les villes moyennes, mais aussi un grand nombre de petites villes, a commencé à se repencher sur la question et qui en même temps, effectivement, est en manque de moyens terribles au niveau local. Donc on est vraiment dans une injonction paradoxale où on dit aux villes, voyez large, voyez complet, voyez loin dans le temps,
mais en même temps, on n'a pas grand-chose à vous apporter. Et on est aujourd'hui dans une situation où on a aussi du coup un retour d'un regard de l'administration centrale sur des problématiques locales sur lesquelles on a l'impression que on a quand même un grand écart, on a un problème de regard sur les réalités locales, avec effectivement la tendance aussi à plaquer un certain nombre de dispositifs sur les situations sans tenir compte des réalités locales. Alors, qui peuvent être très particulières. On voit par exemple à Castillon, effectivement, on n'est pas sur un bassin en désindustrialisation, on est sur un bassin rural avec des problématiques tout à fait particulières à un territoire viticole sans que Castillon soit au centre de ce territoire, mais il est quand même aussi au centre au service de ce territoire en termes d'emploi. Voilà, donc il y a des choses où on sent bien que l'État est dans une forte demande aujourd'hui, mais pas avec les moyens qu'il faut. Mais en même temps, on a besoin de lui parce que on se rend bien compte, et c'est un des points qu'on a soulevé rapidement quand on a travaillé sur Castillon, c'est qu'on s'est trouvé confronté à une ville qui, à son échelle, ne peut pas régler ses problèmes toute seule, avec des problèmes de solidarité territoriale. Alors solidarité à l'échelle intercommunale, mais on ne peut pas renvoyer non plus l'intercommunalité à régler ses problèmes toute seule. Avec la particularité que on parlait de bassin de vie, c'est que la première analyse qu'on a faite, c'est que le territoire de l'intercommunalité ne correspond pas au bassin de vie de Castillon et qu'effectivement, elle se retrouve dans une position, elle est ville-centre, parce qu'elle sert et elle dessert beaucoup un territoire important autour d'elle, mais qui n'est pas forcément le territoire de son intercommunalité. Donc effectivement, les intérêts des uns et des autres sont pas forcément faciles à mesurer. Et c'est vrai que là, l'État a un rôle à jouer aussi sur l'impulsion et l'encadrement et l'aide qu'il peut apporter à ces territoires. Et effectivement, solidarité territoriale, parce qu'on s'est rendu compte rapidement que le rôle aussi du département et de la région allait être essentiel et qu'on ne pouvait pas réfléchir un projet faisable sans que tout le monde soit autour de la table. Alors après, puis une petite anecdote aussi sur l'État, c'est qu'on a quand même un grand revirement dans la vision de ces territoires ou de ces villes en déclin. J'ai moi en mémoire des échanges que j'ai pu avoir avec l'Agence nationale de rénovation urbaine au moment où se lançaient les études sur les projets de requalification des quartiers anciens dégradés, et où l'ANRU se trouvait à se pencher sur des petites ou moyennes villes, et où moi j'ai entendu dire, mais est-ce que vraiment il faut aider ces villes? Est-ce qu'il ne faut pas juste les laisser mourir? Et ça, c'était il y a moins de 10 ans. Donc voilà, on a aussi un retournement complet avec pas forcément ce qu'il faut avec comme outil et comme réflexion de fond. Alors après, sur la réplicabilité, évidemment que non, qu'on ne va pas aller dupliquer ce qu'on fait à Bordeaux. Par contre, effectivement, on a une boîte à outils réglementaire, opérationnelle, qui peut nous servir à La Réole, à Castillon, où on a travaillé sur Libourne, et effectivement on a une boîte à outils qu'on ouvre et dans laquelle on va chercher ce qu'on va pouvoir utiliser. Par contre, ce qui est très important pour nous, c'est notre retour d'expérience. C'est qu'on a d'une part une sensibilité très forte sur ce qu'on appelle les tissus constitués. On a une connaissance et une pratique, et on sait quels enjeux et quelles difficultés et quelles particularités on va devoir prendre en compte dans une ville qui existe de longue date, dans laquelle il y a des propriétaires, il y a des locataires, il y a des usages, il y a des commerçants, il y a des acteurs en place, il y a une structure aussi immobilière, foncière, qu'il va falloir prendre en compte. Donc ça veut dire que ce sont des territoires sur lesquels on n'arrive pas, on ne va pas développer un projet urbain où on remet les pendules à zéro et on reconstruit. Et ça veut dire une manière d'intervenir et une sensibilité aussi du territoire qui est très forte, une sensibilité politique aussi qui est très forte, puisqu'on touche à du vivant et à du déjà là. Donc je pense que c'est là qu'effectivement notre approche
se nourrit de ce que nous avons, des difficultés et des réussites, mais aussi des difficultés que nous avons pu avoir dans notre travail à Bordeaux, en sachant que quand même la première chose qu'on se dit, c'est que on ne débarque pas dans un territoire avec des schémas et des modèles. La première chose, c'est de comprendre ce qui se passe. Et à Castillon, ça a été vraiment une expérience très riche, parce qu'effectivement, monsieur le maire le disait, on a senti tout de suite, on a fait beaucoup de terrain, et on a senti tout de suite qu'il y avait une très forte tension dans la ville. Et effectivement, le premier sujet qu'on met sur la table, et quelquefois ça bouscule un peu quand on parle de revitalisation, d'attractivité, de faire venir de nouvelles populations, de dire la première chose, c'est de travailler avec le déjà là et ceux qui sont déjà là. Et pour eux, et pour qu'ils... et en commençant par faire en sorte qu'ils vivent mieux, si on veut que la ville vive mieux, et qu'elle donne, y compris qu'elle donne envie demain. Voilà, donc c'est, je pense, là que voilà, qu'on peut parler de réutilisation du travail qu'on a pu mener. Merci beaucoup, Marianne. Alors, le temps avance un peu. Je crois qu'on a encore un quart d'heure, c'est ça, devant nous. J'avais prévu de redonner la parole à Vincent, mais comme il est très généreux, comme tous les Stéphanois, parce que j'ai oublié de le dire, les Stéphanois, il a proposé plutôt qu'on ouvre le débat à la salle. Donc, je ne sais pas si il y a des questions, des remarques, des prises de position urgentes. Je suis désolé, je vous prends un peu au dépourvu, mais surtout n'hésitez pas. Oui. Oui, vous avez parlé de l'État centralisateur, l'État-providence. On a évoqué à un moment donné la régionalisation, on a évoqué le rôle du département. Et plus récemment, il y a eu tout un débat sur la métropolisation. J'aimerais bien vous entendre un petit peu sur ce sujet, effectivement, de la métropolisation et du rôle que doivent avoir les métropoles aujourd'hui dans l'irrigation des richesses qui se constituent au sein de ces métropoles, ou pas d'ailleurs, et la façon dont elles peuvent interagir avec ces territoires. On a un exemple récemment qui s'est illustré notamment sur les transports, avec effectivement la ligne TER Bordeaux-Périgueux, je crois, de mémoire, Bergerac, pardon, Bordeaux-Bergerac. Ce serait intéressant de voir quelles sont les attentes aujourd'hui que l'on a vis-à-vis de cette métropole. Est-ce qu'on attend aussi de cette métropole d'être une métropole providence, ou au contraire une métropole qui accompagne aussi les territoires? Ok, effectivement, c'est un sujet qui est important, qui est à l'agenda d'ailleurs. Il y a pas mal de débats en ce moment sur ces questions-là, sur les contrats que je me souviens plus du nom, de réciprocité, effectivement, même si pour l'instant on a du mal à voir, il y a assez peu d'exemples, et les exemples qu'on a sont des exemples qui sont assez limités finalement en termes d'effets de ce que ça peut générer. Donc effectivement, si on part du principe, alors je ne suis pas totalement d'accord avec ce que dit Christophe Lully, même pas du tout pour le dire, mais en tout cas, on peut considérer que sa lecture est en partie juste sur ce fait qu'on a des métropoles qui, en France, génèrent de la croissance, sont très dynamiques, et ça risque de continuer dans les années à venir. Donc un des enjeux, effectivement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette croissance et comment on peut la redistribuer. Historiquement, c'est d'ailleurs un rôle classique de l'État. Alors on ne va pas faire trop de théorie, mais les sociologues et historiens de l'État ont montré que deux des fonctions classiques, traditionnelles sur lesquelles l'État-nation s'est construit, c'est de clôturer les sociétés, faire des frontières, fermer les sociétés, et aussi organiser des interdépendances entre les groupes sociaux et surtout entre les territoires. Donc cette fonction que l'État avait traditionnellement, elle s'est peut-être un peu perdue au cours des dernières décennies, et donc effectivement c'est quelque chose qui est important. Après, les modalités d'organisation de cette
diffusion de la croissance, est-ce que ça doit passer par des contrats comme ça? Est-ce que ça doit passer par des mécanismes fiscaux, par des mécanismes économiques? Ça, c'est un autre débat, hein, sans doute un peu des deux, mais en tout cas, effectivement, c'est une évidence. Il va falloir travailler à cette articulation entre métropole et territoire plus en difficulté. Oui, un mot sur cette métropolisation. D'abord pour dire que, et là je rejoins complètement, il ne faut pas penser la métropole comme étant une espèce de monstre qui aurait vampirisé les territoires ruraux. Hein, question, la bataille n'a pas attendu pour avoir des problèmes que la métropole se développe. Hein. C'est donc pas la métropole qui a créé les problèmes, parce qu'il y a des confusions là, on fait des liens de causalité entre les difficultés que pourraient avoir les territoires ruraux et puis le développement de la métropole. Une fois qu'on a dit ça, et c'était quand même important de le poser en préalable, se pose effectivement la question des solidarités rurales territoriales qu'on peut organiser avec la métropole. Avec, de mon point de vue, un élément très important que les politiques publiques ont du mal à prendre en compte, et d'ailleurs que les élus locaux ont du mal à prendre en compte. On est aujourd'hui à peu près d'accord, en tout cas on s'accorde à dire qu'on est dans un monde mondialisé, d'accord, où la question des flux est très importante. Hein, flux de marchandises, les flux des hommes, etc. Et donc la logique du flux s'impose à nous, en quelque sorte, hein, la réinterrogation des frontières, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est à peu près rentré dans les esprits. Alors on peut ne pas être d'accord, etc. C'est un autre problème, mais le constat est là. Et paradoxalement, quand on descend à des niveaux de spatialisation inférieure, qu'on réinterroge la construction des objets politiques, hein, des collectivités, on repense en termes de frontières. C'est-à-dire que la métropole a sa frontière, les territoires périurbains derrière, et puis les ruraux derrière. Et on a l'impression que tout ça est bien encadré. Alors évidemment, dans une logique d'analyse politique, on comprend, on a des frontières, on a l'allocation de moyens spécifiques, des recettes fiscales affectées, des compétences à exercer, tout ça est d'un modèle weberien, voilà, c'est le modèle classique. Mais quand on regarde les choses de façon plus proche, on peut aussi avoir une autre vision, et moi c'est celle que j'essaye de promouvoir. Moi je dis, ma ville, petit pôle de centralité rurale, est peut-être plus proche du cœur de la métropole que certaines villes de la métropole. Parce que demain, on est à 35 minutes de Bordeaux par cette ligne de TER. Et donc, les interactions qui peuvent se nouer, les liens qu'on peut avoir avec la métropole peuvent être plus forts que pour certains habitants du cœur, enfin de la périphérie de la métropole qui n'ont pas la même capacité d'accès au cœur même de la métropole. Ça dépend où on va. Si vous arrivez de Castillon, vous prenez le train, que vous descendez à Senon, et que vous avez vos activités dans le quartier de la Bastide, ou peut-être demain à Euratlantique, en quartier, il y a des opportunités là de partage, enfin pour faire en sorte que des habitants puissent venir là. Et inversement, et c'est toute la question de la réciprocité, parce qu'on voit bien ce que la métropole peut nous apporter, qu'est-ce qu'on peut nous apporter à la métropole? Tout le monde n'a pas envie d'habiter la métropole. Il y a un géographe qui a parlé récemment de désir de ruralité. Moi, je vois ça. D'ailleurs, je suis le produit d'un désir de ruralité. Je vous fais une confidence. J'ai habité la métropole pendant de nombreuses années. Et un jour, j'ai fait ce choix de partir habiter à la campagne. Et je vois des gens qui font aussi ce choix. Donc, je pense qu'il est très important dans ces questions de réinterroger tout ça avec des logiques de flux. On parle de la technocratie de l'État. Vous savez, la technocratie dans les collectivités, elle existe aussi. Et ce discours que je tiens, c'est un discours qui est extrêmement perturbant pour l'administration territoriale. Les directeurs généraux d'administration territoriale, je ne cite pas de nom évidemment, vous regardent avec les gros yeux quand vous dites ça. Quand on est allé voir et interroger la métropole et le président Juppé pour savoir comment la métropole pouvait intervenir sur la rénovation de notre ligne de TER, qui est un élément essentiel puisque c'est aussi l'élément qui nous ramène à la LGV le plus vite possible. Il me semblait que c'est un élément fondamental pour nous et pour la métropole aussi. On a eu un succès d'estime certain, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut construire. Alors le contrat est évidemment un mécanisme intéressant parce qu'il est souple, à condition que le contrat ne soit pas l'imposition. Voilà, il faut qu'il y ait une discussion dans le contrat. Et le problème, c'est que la mécanique contractuelle, parfois, entre le petit et le grand, c'est compliqué. Mais je suis persuadé que les territoires ruraux dévitalisés
ont des opportunités très fortes à saisir, mais à condition d'ouvrir les champs, pas simplement économiques. On ne va pas mettre la ville à la campagne, mais en matière culturelle, par exemple. On a des locaux à réinvestir sur des activités éphémères. Hein. Il faut aussi être inventif, créatif. Et dans ce cadre-là, je suis sûr qu'on a des choses à tisser qui pourraient être très intéressantes avec la métropole. On l'a vu quand vos équipes sont intervenues, quand vos étudiants sont intervenus. Le fait d'organiser ça aussi en faisant venir des étudiants sur ce territoire, c'est intéressant. C'est aussi des regards différents. Enfin voilà, il y a des choses qui sont du domaine du partenariat, de la coopération, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais qui sont loin d'être des gadgets et qui pourraient être amplifiés, de mon point de vue. Je vais vous demander de vous présenter. Bon, la question précédente, je vais vous faire à votre place, c'était Benoît Grandin, directeur d'Incité. Si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question, c'est pour l'enregistrement. Bonjour, mon nom c'est Randolph, j'habite Bordeaux, mais je suis américain. Et quand vous avez parlé de Bordeaux, de Détroit, les mêmes problématiques se posent aussi bien aux États-Unis qu'en France. Mais peut-on vraiment analyser et apporter des solutions à l'urbanisation quand le cosmopolitisme du 1% de la population qui maîtrise 50% des flux de valeur ajoutée à travers ces pays, peut-on vraiment apporter des solutions dans la mesure où il n'y a aucun élément factuel qui permette d'envisager d'autres relations avec les évasions fiscales, avec toute une série de manœuvres qui détournent les citoyens, les résidents, jusqu'à créer un chômage endémique, alors qu'on va chercher Byzance sur le marché chinois, sur le marché indien. Est-ce qu'on peut vraiment escompter, rediriger ces volontés sur le plan local, là où ces valeurs ajoutées sont créées? Bon, je vais essayer de répondre. Hein. Ce n'est pas une question facile. Mais alors moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est quand même, et ça permet de continuer un petit peu la réponse à la question précédente. Hein. Bien souvent, le problème, et on l'a par rapport à ces contrats de réciprocité hein, dont on a parlé à l'avance, donc un dispositif dédié à des problématiques spécifiques sur un territoire. On a comme ça des dispositifs qui sont mis en place, mais on a par ailleurs hein, une continuité hein, ou une absence de régulation d'autres mécanismes qui alimentent le déclin. Créer des contrats de réciprocité, excusez-moi, essayer de développer de la péréquation, mais à l'inverse, continuer sur des politiques fiscales d'incitation à l'investissement locatif dont on sait qu'elles ont des effets importants dans les territoires en déclin, c'est quelque chose qui est problématique. Donc on a effectivement à l'échelle nationale parfois une forme de schizophrénie hein, avec des dispositifs qu'on va mettre en place, qui sont mis en place par certaines administrations, par certains ministères pour répondre à des problèmes, mais à l'inverse, des dynamiques plus globales qui ne sont pas traitées et qui alimentent aussi ces problèmes. Ouais, vous avez raison. Je pense qu'effectivement, il y a une contradiction entre un programme comme, on n'en a pas parlé, mais enfin, si tu en as pas parlé un peu, le programme Cœur de Ville qui vise à revitaliser le commerce dans un certain nombre de villes moyennes, alors pas les plus petites. Donc ce type de politique qui incarne un peu la main gauche de l'État, hein, celle qui redistribue, qui soigne, notamment les territoires en difficulté, et puis des injonctions de plus en plus fortes à la mobilité des populations. Et une vision plus ou moins
implicite qu'il y a dans les politiques publiques en général au niveau européen et national, consistant à réorganiser le marché du travail, et notamment autour de grands espaces métropolitains qui sont des grands viviers de main-d'œuvre. Sur ces projets de revitalisation de centre-bourg, vous avez un département qui donc a un référentiel solidarité humaine et territoriale avec des compétences bien établies, qui va donc avoir plutôt une oreille bienveillante à l'égard des demandes qu'on peut faire, et parce qu'il est dans son cœur de compétences. Et donc, qui va vous proposer, on est en train de travailler là-dessus en ce moment, en Gironde, un contrat de petite ville d'équilibre. Bon, très bien, ça me va, ça permet de dépasser un peu de droit commun, et ça permet d'avoir un partenaire dans la durée, puisque tous ces processus sont aussi soumis à cette question forte dont on a peu parlé, qui est celle de l'engagement dans la durée. On nous ramène souvent à des durées très courtes, or on est sur le processus à 10 ans, donc on a aussi besoin d'avoir un peu de lisibilité. La région, de son côté, a ajouté un dispositif, en tout cas elle le fera au mois d'avril, pour la prise en compte des petits pôles de centralité vulnérables. J'ai été auditionné aussi dans ce cadre-là. Et donc, là aussi, on travaille à des niveaux de contractualisation qui seront nécessairement complémentaires du premier niveau. La Caisse des dépôts consignation, convention de Centre-Bourg, pour vous dire que le maire d'une commune qui se lance là-dedans, il est en contractualisation multi-acteurs en permanence, hein, parce que chacun a aussi ses exigences, chacun a ses mots totems, il faut rentrer à chaque fois dans ça. Et puis quand on est au bout du bout, l'Interco aussi est là pour contractualiser, l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine pour nous aider à porter. Et puis à un moment donné, on se retourne vers l'État quand même, parce qu'il était autour de la table depuis le début, et il nous a effectivement donné de grandes orientations, parfois avec un discours un peu directif, il faut pas, etc. Mais enfin, le roi est nu. Hein, en dehors des injonctions qu'on peut recevoir, au moins verbales, hein, je ne veux pas être désagréable, derrière on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et quand on arrive à la phase, qui est quand même une phase importante, vous avez fait toute l'ingénierie, vous avez mobilisé les experts et spécialistes d'INCITE, vous avez construit une gouvernance aussi du projet, donc vous avez mis tout le monde autour de la table, vous avez fait cet effort considérable, et là vous avez un acteur de l'État, je ne vais pas citer évidemment, je ne veux pas être discourtois, mais Marianne sourit parce que c'est déjà ce que je vais dire, qui vous dit, vous savez, monsieur le maire, il y a dans le budget de l'État, il y a la règle de l'annualité. Alors je lui dis, oui, j'ai fait finances publiques première année, tout ça, je m'en souviens bien, il y a la règle de l'annualité, mais moi, ça ne me va pas comme réponse. Il me faut autre chose. Et paradoxalement, cette autre chose, il n'existait pas jusqu'à une date récente. Et là, j'illustre ça avec... comme ça, vous réfléchirez un petit peu au jacobinisme qui peut continuer de perdurer. Ici, on est en Gironde, alors on peut se permettre de faire ces remarques. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de poser une question au président de la République quand il est venu à Bordeaux. Et donc, évidemment, vous vous doutez que je lui ai posé une question sur la prise en compte dans les politiques d'aménagement de l'État des petits pôles de centralité comme les nôtres. Une fois que il m'a répondu, il a été précis, etc. Il m'a répondu qu'effectivement, il fallait prendre en compte, qu'il y avait sans doute des niveaux d'interaction à établir avec les autres collectivités. Bon, ça, on avait vu. Mais bizarrement, dans les jours qu'on suivit, alors tout d'un coup, mon sous-préfet s'occupe avec beaucoup de force de ce dossier. Le commissariat général égalité des territoires appelle en disant qu'il faudrait quand même que vous soyez présents, les petits pôles de centralité vulnérables, etc., que vous puissiez discuter, etc. Donc on s'aperçoit qu'à un moment donné, et moi je le déplore parce que cette vision aménagement du territoire, elle est très importante pour moi de mon point de vue. On est encore soumis, alors c'est peut-être une chance pour nous, on va la saisir, de toute façon on saisit toutes les opportunités, mais on est quand même soumis à des choses qui tombent comme ça, qui sont verticalisées, alors même que, et c'est paradoxal et c'est là que je voulais en venir, l'État a participé, a été associé à toutes les démarches de réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait toutes ces démarches de réflexion tous ensemble, et il faut qu'à un moment donné, il y ait cette question ou une prise en compte, qu'on se retourne vers l'autorité préfectorale, qui est quand même l'autorité la plus verticalisée, en tout cas la plus représentative de ce qu'est le pouvoir quand il est centralisé, pour pouvoir commencer à entamer un débat dont je ne sais pas où nous mènera, mais enfin en tout cas au moins qu'on se dit tiens, on commence à réfléchir à ces questions concrètement pour voir comment elles seront accompagnées.
Donc ça, c'est une vraie difficulté. Puis juste pour conclure, dire que quand on se lance dans ce processus de revitalisation de centre-bourg, qui est nécessairement un processus, on l'a vu, avec des facettes très englobantes, l'économie, le logement, enfin le tourisme, les mobilités, c'est-à-dire une vision qui est pas segmentée. On le fait souvent sans avoir aucune lisibilité de ce que ça va donner derrière en tant qu'élu. Et certains même de vos amis dans l'équipe municipale, ils vous regardent avec un drôle d'œil, ils disent tiens, le maire, il a une espèce d'idée d'un télo, là, il veut réfléchir à ce qu'est la revitalisation du centre-bourg. C'est compliqué de faire adhérer tout le monde à ces processus qui sont des processus à 5-10 ans, parce qu'ils sont à la fois totalement indispensables et nécessaires, mais ils ne sont pas du tout calés sur les calendriers électoraux, et puis sur simplement, même sans parler du calendrier électoral, la pression du quotidien, parce que souvent sur les territoires, on a besoin de revitalisation. On a aussi des difficultés très quotidiennes, très pratiques à régler. Et ça mange une grande partie de l'énergie. Donc avoir en plus aller s'occuper de ça, c'est parfois vécu comme quelque chose assez en décalage avec la réalité du terrain. Et pourtant, je suis persuadé qu'il faut faire les deux. Il faut à la fois répondre aux attentes immédiates. Vous voyez, donc là, il y a un jeu de durée qui n'est pas du tout en phase. Répondre aux attentes immédiates parce qu'elles sont légitimes. Il y a des besoins de tranquillité publique, il y a des besoins de propreté, il y a plein de besoins qui s'expriment. Il faut y répondre. Et en même temps, il faut être capable de projeter un regard un peu plus loin pour se dire que si on veut aussi que la ville avance, qu'elle puisse, avec un modèle un peu mixte par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire aussi en conservant, et c'est ce qu'on a essayé de faire, une dynamique inclusive, par rapport une logique inclusive par rapport aux habitants actuels de la ville, il faut faire ce travail. Donc, il faut gérer ce frottement entre le quotidien et puis le moyen terme. Merci. Est-ce que Marianne ou Vincent, vous avez un dernier mot? Oui. À la suite des échanges qui viennent d'avoir lieu, moi, je voulais réagir sur deux choses. Effectivement, il y a un sujet, quand on parle mobilité, ça renvoie à un sujet qui est très important et qu'effectivement, auquel on se heurte quand même objectivement, c'est la question de l'emploi, de la formation et de la qualification. Un des problèmes de Castillon aussi, c'est le très faible niveau de qualification d'une grande partie de ses habitants et la difficulté d'accès à l'emploi. Donc c'est vrai que quand on parle mobilité, c'est effectivement essentiel pour ces habitants de pouvoir sortir et revenir à Castillon pour aller se former et pour pouvoir travailler. Et ça me renvoie à nouveau, effectivement, on va encore dire du mal de l'État, mais en comité de pilotage, on a été interpellé sur le fait que, certes, on a travaillé, alors effectivement en écho direct avec les travaux dont vous faisiez écho et des expériences qui ont été faites. On a proposé de travailler à développer de l'agriculture urbaine parce qu'on est sur un territoire qui a du mal aussi à s'alimenter parce qu'on a une situation de grande pauvreté dans une partie de la population. Donc on s'est dit qu'il fallait travailler sur la satisfaction de ces besoins vitaux et que ça pouvait permettre aussi de former et de créer de l'emploi. Donc on a proposé des projets de ce type, mais il est clair que la commune ne peut pas vivre en autarcie du point de vue de l'emploi. Et on a été interpellé par un représentant de l'État en comité de pilotage qui nous dit mais qu'est-ce que vous proposez rien sur l'emploi comme si effectivement c'était à l'échelle du projet communal qu'on allait pouvoir régler cette question. Tout en ignorant quand même on est dans un bassin où il y a une activité économique centrale qui est la viticulture, qu'il y a des acteurs économiques qui là sont quand même très absents au rendez-vous sur l'évolution des territoires sur lesquels ils règnent, je dirais un petit peu, et qui sont pourtant à l'origine aussi de problèmes, alors particuliers sur des territoires comme Castillon et des villes proches de la viticulture, c'est qu'ils créent un emploi qui n'est pas un emploi sécure. Donc effectivement, Castillon héberge beaucoup de travailleurs saisonniers qui du coup sont dans une précarité permanente et qui sont souvent la proie de marchands de sommeil ou de propriétaires indélicats parce que n'existe pas aujourd'hui, par exemple, d'offres d'habitat adaptées à ce travail saisonnier. Mais ces acteurs économiques, aujourd'hui, on n'arrive pas à les avoir autour de la table et à les responsabiliser sur le rôle qu'ils doivent jouer aussi dans la vie de leur territoire.
Voilà, c'est un petit peu en vrac, mais bon, c'est des réflexions qui me sont venues. Merci. Il y a un monsieur, vous vouliez poser une question, non? Je reviens sur Francis Pougnier, pardon, sur cette remarque de Marianne à l'instant, qui m'interrogeait sur le rapport effectivement avec l'emploi, comme vous disiez, Monsieur le maire, qui quelque part international, mais c'est aussi une question métropolitaine, j'ai envie de dire. La viticulture en Gironde et la prise en charge de cet aspect-là. Un autre point qui m'intéressait mais qui n'est pas du tout ésotérique, mais c'est ces gens qui sont déjà là, et notamment les travailleurs de la vigne marocains dont vous parliez liés à Sidi Slimane. Est-ce que par rapport à justement cette stratégie d'accompagnement, vous avez noué des contacts avec là-bas, je dirais, la ville de Sidi Slimane, pour essayer de construire de la médiation, faire en sorte que le lien social se développe plus facilement, ou tout autre type de réponse? Bon, dire à un élu qu'il faut faire une réponse courte, c'est... Non, mais je vais faire une réponse courte. Est-ce qu'on a, inclus dans le projet ces personnes-là? Bon, ça oui, avec des situations contrastées, parce que la question, il y a plusieurs types de pauvreté, hein. Vous avez des personnes qui sont effectivement arrivées dans les années 70 pour travailler la vigne et qui sont relativement, on va dire, bien intégrées, même si elles vivent un peu repliées sur elles-mêmes, mais en tout cas tout à fait paisiblement, qui ne posent pas de soucis particuliers. À côté de ces personnes-là, il y a des personnes qui arrivent de Sidi Slimane, c'est-à-dire du même village. Et là, la médiation, elle se fait essentiellement jusqu'alors par l'intermédiaire du consulat du Maroc, hein. Donc on a eu des relations assez directes avec le consul du Maroc. Il est venu, on a vu des ressortissants de nationalité marocaine. Il fait le lien avec eux. Ils ont une association locale, même si je ne cache pas les difficultés. C'est parfois assez difficile, hein, d'entrer en relation pour des raisons culturelles, pour des raisons aussi pour certains de langue. C'est pas simple, mais en fait le lien est quand même correctement posé. Après, à côté de ça, il y a une autre main-d'œuvre qui arrive, qui est une main-d'œuvre qui arrive plutôt du sud de l'Espagne, hein, et qui vient plutôt là de façon très temporaire, uniquement pour quelques mois. Souvent, c'est une main-d'œuvre masculine, c'est les hommes qui viennent, ils ne viennent pas avec leur famille, c'est assez rare. Et eux, ils viennent pour travailler, ils restent 6 mois, ils s'en vont. Alors eux, ils sont vraiment dans la cible directe des marchands de sommeil, hein, pour être très clair. Il y a même des circuits organisés, hein, c'est-à-dire que vous avez des gens sur des propriétés qui ont des contacts avec des personnes qui font venir d'autres personnes. Et entre les deux, vous avez celui qui sert qui fait l'intermédiation, il a lui-même de l'immobilier dégradé, donc comme ça il remplit son logement, c'est gagnant pour tout le monde. Je trouve des gars pour bosser chez toi, enfin je caricature un peu, mais enfin on n'en est pas très très loin. Et puis moi je vais les loger, hein, les loger dans les conditions qu'on peut imaginer. Donc ça c'est une deuxième composante. Après vous avez une composante de pauvreté, on va dire locale, je ne sais pas comment il faut dire pour ne pas être politiquement incorrect, on va dire ceux qui considèrent qu'ils étaient là avant les autres, hein, ça comme ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est une autre composante. Il faut faire dialoguer tout ça ensemble, donc vous imaginez que c'est assez compliqué. Et puis, par rapport à ceux qui sont arrivés dans les années 70, la difficulté principale aujourd'hui pour moi, c'est pas le problème avec, je vais vous choquer peut-être, tant pis, c'est pas le problème avec, comme j'entends, les petits Arabes, hein. C'est le problème avec les jeunes Français nés à Libourne, qui sont tous sortis sans formation et qui aujourd'hui sont absolument pas en situation de travailler, qui sont dans le centre-ville et qui sont sur des logiques de tranquillité publique, un vrai problème et qui nourrissent du stéréotype. Vous imaginez ce que ça peut nourrir derrière, je ne vais pas vous le décrire. Donc voilà, donc toute cette complexité à la fois de différences culturelles, d'âge, parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai 30,7% de personnes âgées, donc ils sont très sensibles au tapage, à tout ce qui peut être de l'ordre de l'incivilité. Voilà, tout ça, il faut arriver à le faire vivre ensemble. Ça veut dire, à l'heure actuelle, près de 500 rendez-vous de rappel à l'ordre ou de rappel aux règles. Rappel à l'ordre, c'est un grand mot, hein, c'est pas forcément derrière avec un suivi systématique judiciaire auprès du procureur de la République. C'est simplement de la médiation, parce qu'il y a des problèmes entre les gens qui vivent les uns à côté des autres et qu'on essaie de faire en sorte qu'à un moment donné, ça dérape pas, quoi. Voilà. C'est tout ça qu'il faut faire. C'est toute cette complexité qu'il faut arriver à travailler, et c'est pas simple. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps qu'on clôt cette soirée. Donc je vais d'abord remercier les 3 participants à
à cette table ronde, Vincent Béal, Jacques Bréa et Marianne Baquet. Merci à la Maison éco-citoyenne qui a bien voulu nous accueillir. Merci à Julie Claire, Aurélie Couture du Forum urbain pour l'organisation. Alors si vous êtes intéressé par les travaux de Vincent et de son équipe, il n'y a pas encore de publication sous forme d'ouvrage, mais il y a quand même des premiers articles qui ont été publiés en ligne, dont notamment un sur le site de la Vie des idées qui s'appelle Après la croissance, je crois. Et puis il y a toute une série d'articles sur le site Métropolitique, tout ça est libre d'accès. Voilà, prochain rendez-vous des rencontres du Forum urbain le 30 avril à la station Ozone, autour de l'ouvrage de Dominique Laurin, L'urbanisme 1.0, comment en gros la ville se fabrique de manière très ordinaire dans une ville du Grand Paris, on va dire, Villiers-sur-Marne pour ne pas rien cacher. Donc une rencontre intéressante sur les liens notamment entre élus, promoteurs, propriétaires fonciers. Voilà, je vous y invite. Ce sera donc le 30 avril et puis vous avez sur vos chaises les petits marque-pages qui vous indiquent les prochains rendez-vous jusqu'à la trêve estivale. Voilà, merci à vous, merci à tous et bonne soirée.